Bonjour à tous, aujourd'hui le César Berlin pour un stage exceptionnel co-animé par Léo Tamaki, expert en Aïkido et fondateur de l'Aïkido Kushinkai, et Kassem Dugari, docteur en études japonaises et expert en ninjutsu, deux pointures dans leur domaine. Et en plus, nous aurons visité quelques images du Muséum Samouraï de Berlin. Alors, oui, c'est parti pour un nouveau bloc vidéo. Ce matin, on traverse Berlin pour voir de quoi exactement on court au dojo pour ce premier jour de stage avec Kassem Dugari et Léo Tamaki. Alors on est dimanche matin, dernier jour de stage avec Léo et Kassem sur ce stage à Berlin. Donc là il est 6h du mat, donc on va aller à la salle de muscu, puis la piscine, prendre son petit déjeuner, et puis après on va enchaîner sur ce stage de dimanche matin. On va retrouver tous les autres et on lâche rien jusqu'au bout. Là, on termine le stage de Berlin avec l'autre animé avec Kassem. Ouais. Donc, dans ce stage, on a vu beaucoup d'armes,
beaucoup d'utilisation d'armes, que ce soit avec toi, que ce soit avec Kassem. Quel est l'intérêt d'utiliser les armes en Aikido? Plusieurs intérêts et je dirais même au-delà de l'aïkido. Ça te replace dans un contexte guerrier. Quand tu fais des techniques à main nue, le contexte est moins clair. Est-ce que tu es en train de faire un sport de combat, donc un affrontement rituel? Est-ce que c'est une self-défense civile moderne, etc. Dès lors que tu sors un katana, tu sais que tu fais un art guerrier. Déjà, ça te replace dans un contexte, et après, quand tu vas passer à main nue, donc tu restes dans ce contexte. Donc souvent, moi j'aime bien commencer avec les armes pour après passer à main nue. Ça met souvent les gens dans un état différent. Donc si on commence juste à main nue, parfois tout le monde ne rentre pas dans ce cadre de survie. Il y a des gens qui font pas d'affrontement rituel où ils se tiennent fort, ils se tiennent bloqués, ils sont en train de faire des sortes de bras de fer sans grand intérêt. Une autre chose est que les mouvements sont beaucoup plus clairs quand tu veux apprendre ici un kessa ou kokessa. La ligne est propre, elle est nette, avec des yokomen ou des crochets. Pour des gens qui ont un moindre niveau, c'est moins bien défini. C'est donc la façon dont la personne le donne et la façon dont toi tu le vois pas toujours aussi clairement. Il y a aussi le fait que c'est plus rapide, c'est plus exigeant. Alors évidemment on demande de travailler plus lentement au départ, et ça donne des lignes plus claires. Mais après, ça peut être le niveau supérieur, c'est que tu vas pouvoir travailler à une vitesse qui est supérieure à celle d'une frappe à main nue. Donc voilà, le contexte, la clarté des principes qui sont mis en valeur, et puis la difficulté supérieure au travail à main nue. J'ai vu qu'avec Kassem, justement, des semaines du tout, il parlait revenu beaucoup sur les choréos, parce que lui, ses écoles viennent des choréos. Et j'ai vu qu'il y avait une similarité avec les tiennes, surtout la façon d'approcher les choses. Est-ce que l'aïkido se rapproche des choréos ou celle que tu pratiques qui intègre les choréos, dans l'état Euh, d'esprit en tout cas? alors, Coriolis, c'est assez vaste, mais c'est vrai que moi, je conçois que il y a un contexte guerrier, et le type d'aïkido que j'ai envie de pratiquer, c'est un aïkido qui se place dans un contexte guerrier, non pas parce que demain on va aller sur un champ de bataille, évidemment, parce que c'est un contexte clair, où il faut être logique, rationnel, et qui est très exigeant. Et donc, j'ai déjà dit assez souvent, mais pour moi, je pratique pour développer la conscience intérieure et extérieure. Mhm. Plus le cadre est exigeant, et plus le développement va être effectif. Après, il y a une autre chose. Donc, les samouraïs, il y a ce qu'on appelle le bouquet du Hapin. Alors, on peut en faire une liste. Ce sont les 18 arts guerriers que vont pratiquer les samouraïs. Il s'avère que c'est plus symbolique quand on utilise le 3 ans, ou 10 000 heures, ou 10 000 répétitions. Et alors, quand les gens étaient diplômés d'une école, ils pouvaient être diplômés d'une, deux, trois écoles, très rarement plus. Ces écoles étaient spécialisées dans une chose, avec souvent quelques petites pratiques annexes, mais voilà, il fallait que le guerrier soit capable de se faire face à tout et utiliser tout. Sur un champ de bataille, tu ne sais pas ce qui va arriver, ton arme va être brisée, tu vas la perdre, etc., etc. Et donc en fait, il y a les techniques sont un support, ne sont jamais une finalité, comme elles peuvent être dans un sport de combat. Dans un sport de combat, si tu veux, tu vas faire de la boxe, personne elle va te faire trois coups de poing et trois déplacements, comme nous en parlions. Elle va pas arriver à te faire un coup de poing à marteau, elle va pas te faire un coup de poing retourné, c'est interdit. Donc polir ces techniques, parce que c'est celle que tu utilises, c'est un but en soi. Alors, et tu sais à quoi tu vas faire face, et tu sais ce que tu as comme outil pour faire face aux attaques adverses. Sur un champ de bataille, les samouraïs avaient à cœur de cacher leurs techniques. Tu sais pas à quoi tu vas faire face. Il faut être capable d'agir spontanément. C'est aussi ce qu'on dit en Aikido Takemuso Aiki, c'est les techniques qui jaillissent spontanément. Et cette spontanéité, c'est parce que tu as acquis des principes en travaillant les techniques. Mais donc la technique n'est qu'un support pour acquérir des principes. Et ça te permettait de naviguer d'une arme à l'autre. Du sabre au naginata, au tanto, au bo, au jo, yali et à main nue, bien évidemment. Donc voilà, et en ce sens-là, j'ai essayé de conserver cette logique. J'ai aussi un peu pratiqué les Koryu, notamment avec Feu Kuroda Sensei. Je pense que je vais pas m'avancer pour lui, mais que Kassem aussi sur la même longueur d'onde. Enfin, ce que j'ai pu voir, hein, j'ai jamais rencontré Hatsumi Sensei, mais les vidéos que j'ai pu voir, etc., j'ai l'impression qu'il s'est servi des écoles pour aller au-delà de l'aspect superficiel des techniques, comprendre les principes et qu'il est capable de naviguer. C'est pourquoi lors de la discussion qu'on a eue ce soir avec Kassem, il expliquait bien qu'après, quand tu vois des choses d'autres écoles, ou quand tu fais des choses, etc., tu peux concevoir. Peut-être tu es à côté, mais enfin, en tout cas, tu peux donner vie à tout un tas de formes très spontanément et faire fonctionner. Et est-ce que l'un des éléments essentiels de l'art guerrier serait pas l'adaptation justement, à partir du moment où, Absolument. parce que tu peux pas trop définir ce que l'autre fait à n'importe quel moment, donc c'est sans doute pour ça les coupes, les angles.
mais l'adaptation, est-ce que c'est pas ça l'élément essentiel? Si, je Alors pense, qu'on a et l'impression que l'aïkido est un système rigide, alors que euh, l'adaptation est sans doute l'élément essentiel du bah, système. avant tout, moi, tu vois, on prête des qualités aux Japonais, comme par exemple la ponctualité et la précision. Ce sont pas des qualités intemporelles liées à la culture japonaise. Si on lit un livre qui s'appelle Aventure Japon, écrit par Robert Guillain, qui dans les années 30 était l'envoyé de 2 ou 3 journaux français au Japon, il explique bien que là-bas, quand on donne rendez-vous, par exemple, c'est à la demi-journée près. Les gens ne sont pas du tout précis. Donc, et lui, il en est surpris venant d'Occident, etc. Donc, le Japon est devenu très ponctuel, très précis après la Seconde Guerre mondiale, comme ils n'avaient pas de ressources et que aller prendre celle des autres, ça n'avait pas fonctionné. Donc, ils se sont reconvertis. Et voilà, ils se sont adaptés. Là, ils ont fait preuve une fois de plus d'adaptation. Et ils ont développé cette qualité de précision. Mais par contre, ce qu'ils ont toujours eu, c'est la faculté de s'adapter, de s'harmoniser, d'intégrer des choses. Et ça, je pense que c'est dû au cadre dans lequel ils vivent, à la géographie. Au Japon, tu as 4 saisons qui sont très marquées. Tu as aussi les éléments qui sont très hostiles. Tremblement de terre, typhon, tsunami, il y a tout au Japon. Et donc même leur architecture, donc il faut pouvoir subir des températures, des écarts de température énormes, les tremblements de terre, donc les bâtiments sont très flexibles. Ils sont aussi très modulables. Par exemple, tu vois les maisons, en fait, donc avec les portes coulissantes, les pièces servent à plusieurs choses, et puis elles peuvent devenir grandes, elles peuvent devenir plus petites. Aujourd'hui même, quand tu vas au restaurant, par exemple, souvent tu as des ranges de tables, elles sont séparées par des cloisons qui peuvent se bouger, se tourner, etc. Donc tout est modulable. Quand tu vas prendre un tenugui, le rectangle de tissu, il a de multiples utilisations. Et pour moi, c'est un trait de la culture japonaise, cette flexibilité, cette adaptation, réinvestir les choses, en intégrer de nouvelles, et ainsi de suite. Et donc, et je pense que OCC était comme ça. Tamura Sensei nous racontait, il arrivait souvent au CC d'intégrer de nouvelles choses, de les essayer, de les partager avec les élèves, puis après il gardait certaines choses, il en laissait tomber d'autres, et ainsi de suite, dans ses préparations physiques, dans sa façon de se nourrir, et ainsi de suite. Et je pense que lorsqu'il a reconnu Tamura Sensei, sa pratique était déjà établie et n'a plus beaucoup évolué, je pense, mais pendant très très longtemps, je pense qu'elle a beaucoup évolué et s'est nourrie de nombreuses choses. Et le Daitori est évidemment une source majeure, mais il y a eu d'autres choses qui sont arrivées avant puis après. Quand moi j'ai rencontré Matt Tamura, les 15 années que j'ai passé à le suivre, je l'ai vu intégrer des inspirations d'autres choses. Pour moi, la véritable tradition, elle est là. Les choses évoluent à partir du moment où tu restes quand une chose est créée, elle est adaptée au contexte et au temps. Quand tu essaies de la figer, le monde continue à tourner, il s'arrête pas. Et donc, dès lors que tu cherches à figer quelque chose, tu deviens immédiatement obsolète. Donc il peut y avoir des principes intemporels, des lois physiques, la gravité, ceci, cela. Mais par contre, les manifestations évoluent parce que la façon dont les éléments sont utilisés, les lois de la nature sont utilisées. Il peut y avoir plein de manifestations. Et si toi tu te refuses à voir cela et que tu travailles dans un contexte qui était un moment T et qui a évolué, tu es dépassé. Et dernière petite question, il y avait un point commun sur le stage entre Kassem et toi, c'était le fait de ne pas utiliser de force pendant tout le stage, que ce soit peu importe le hockey, si la technique était connue ou pas connue, à aucun moment il y a ni de blocage, ni d'utilisation de force, et pourtant cela fonctionnait. À partir du moment où il y a une arme, le blocage ne sert à rien. Pour prendre un exemple, tu parles beaucoup quand tu vois les gens faire de l'escrime, il n'y a pas un moment où ils se bloquent. Donc tu dévies, tu pars, tu rediriges, tu ne bloques pas, ça va tellement vite. En boxe, pareil, c'est toujours très léger. Bon, dans le mauvais karaté, et on fait ça, mais même dans le bon karaté, tu vois que c'est très léger parce qu'on sait très bien que comme un boxeur, quand l'attémie n'a pas atteint son objectif, il s'en est un autre qui part, et ainsi de suite. Vraiment, je pense que les gens qui travaillent en force ont un petit niveau de pratique, en tout cas un petit niveau de compréhension. Et qu'ils sont restés dans un cadre très limité et que s'ils se placent dans un cadre ouvert avec des gens qui ne sont pas coopératifs, tout disparaît immédiatement. Surtout que la base du bujutsu, du budo, des arts guerriers, c'est de survivre dans un contexte qui nous est fortement défavorable. Tous les sports de combat visent à mesurer des qualités entre des gens qui on essaye d'être égaux possible, d'avoir le même âge, à peu près la même taille, le même poids, à peu près le même niveau, et ainsi de suite. L'art guerrier ne se soucie absolument pas de tout ça. Quand t'es sur le champ de bataille, tu te préoccupes pas de savoir si le gars en face il est plus jeune, plus vieux, plus grand, plus petit ou quel dame il a. Tu mets tout ce que t'as et il est évident que tu vas
très rapidement. Alors, surtout comme tu l'as vu au musée du samouraï, là, à de 11-12 ans, les enfants pouvaient se retrouver sur le champ de bataille. Ils sont pas en première ligne, bien évidemment, mais c'est le chaos. Il est très possible qu'ils se retrouvent à faire face à des gens qui leur sont physiquement supérieurs. Et puis, si tu as la chance de survivre 15 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tes qualités athlétiques à 50 ans sont plus du tout les mêmes que quand tu avais 25 ans. Donc par rapport à toi, tu es plus faible. Par rapport à d'autres personnes qui peuvent en plus être mieux avantagées par la nature, des déclins encore plus importants, pour autant tu as envie de survivre. Donc pour ça, tu ne peux pas compter sur des qualités athlétiques, sur la force, sur la résistance, etc. qui sont donc c'est sur ta sensibilité, sur ton adaptabilité, sur quelque chose que Kassem exprime à un niveau, incarne à un niveau très élevé, c'est cette capacité à saisir toute opportunité, à s'adapter, quelque chose change, il va avec le flow. Il présente une technique qui demande un mouvement et il présente une technique qui est adaptée à ce mouvement. Si toi tu modifies ce mouvement, si n'importe quoi change, ça ne pose aucun souci. Il n'est pas bloqué dans un mouvement et il y a une adaptation totale. C'est vraiment l'esprit qui a la capacité de s'adapter, à vivre dans l'instant T et pas essayer de reproduire une chorégraphie particulière. Ben, merci Léo, merci d'avoir répondu à cette question. Avec plaisir Manu. Écoute, content que tu sois revenu nous rendre visite et puis transmettre tout ça à la Réunion. Et ben, je retransmets tout ça à la Réunion. On se retrouve dans 2 mois et la Réunion en octobre. Alors me voici à la porte de Brandebourg, donc je suis juste devant cette porte. Donc la journée, il faut savoir que cette place est remplie de monde. Ça devient très très compliqué à apprécier l'endroit. Donc là, on est au calme, le soleil se lève, on est lundi de Pâques, donc tout est très calme ce matin. Bon, petite vidéo de rue pour clôturer ce stage à Berlin avec Kassem et Léo. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes et en même temps beaucoup de différences. Donc je connaissais pas le ninjutsu, je connaissais déjà Kassem, j'avais déjà vu une fois. J'ai pu apprécier son travail et avec les élèves du ninjutsu, c'était vraiment super. Pas d'utilisation de force, un travail léger, fluide, un mouvement constant, continu, on ne s'arrête pas. Donc beaucoup d'utilisation d'armes ce week-end, que ce soit avec Léo ou avec Kassem. Donc on a pu apprécier l'échange. Ce week-end, aucune utilisation de force, tout était léger, très fluide. C'était un travail très très intéressant. Et bien écoutez, moi sur ce, moi je vous dis à bientôt. Je rentre à l'île de la Réunion et on se retrouve par la suite pour une prochaine vidéo.